Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Rey, je suis le directeur de la direction, appui au réseau culturel français, à l'étranger, à l'Institut français. Et nous sommes absolument enchantés de vous accueillir pour cette présentation et cette découverte aujourd'hui de la Cité, internationale de la langue française avec une grande partie de son équipe. Une Cité internationale de la langue française qui, comme vient de me le dire son directeur Paul Rondin, se porte incroyablement bien et nous en sommes absolument ravis puisque nous avons commencé déjà un partenariat que nous allons renforcer au service du réseau. Comme vous le savez, cette Cité internationale de la langue française, c'est d'abord un lieu culturel consacré à la langue française et aux cultures francophones, au château de Villers-Cotterêts. C'est un projet total, on va dire, très ambitieux, avec un axe patrimonial, un axe culturel, éducatif. C'est un vrai lieu de vie, c'est une vraie aussi dimension autour de l'accueil qui est mise en place. Et puis, c'est un projet qui est à la fois très ancré dans son territoire, avec une vraie volonté d'innerver le territoire sur lequel il est implanté, et puis en parallèle avec une vraie dimension à l'international. Et cette articulation, comme elle est aussi au cœur des activités de l'Institut français, on était naturellement amenés à se rencontrer et à travailler ensemble autour de la question de la langue française. Nous avons donc, comme je le disais, commencé à réfléchir aux actions communes que l'on pouvait conduire avec la Cité internationale. Nous avons notamment eu la chance de pouvoir déplacer une grande partie de nos collaborateurs assez rapidement pour qu'ils puissent découvrir cette cité. Ils en étaient absolument ravis. Une certaine partie d'entre vous dans le réseau qui vont se déplacer pour le séminaire langue française fin mars, puisque nous allons accueillir 50 attachés de coopération éducative, attachés de coopération pour le français, aura une journée entière consacrée à la découverte de la cité et à des discussions avec ses équipes pour mettre en place des projets. Donc, au-delà de ces happy few pour être francophone, nous voulons vraiment vous faire découvrir à tous aujourd'hui ce qu'est la Cité, son projet, son ambition, ses missions, et puis réfléchir avec vous de quelle manière vous pouvez développer des projets communs, articuler des synergies. Enfin, il y a plein d'idées qui peuvent être développées. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce séminaire et de ce webinaire aujourd'hui. Et je laisse la parole tout de suite à Aurore, qui dirige donc le pôle langue française et plurilinguisme. Bonjour, merci Stéphane. Parfait. Ah, c'est bon? Alors, excusez-nous. Merci Stéphane. Effectivement, nous avons l'honneur d'être accompagnés pour ce webinaire de Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la langue française, de Claire-Élise Hubert, responsable des publics et de la formation, et Jean Sauvigné, chargé de formation également à la Cité internationale de la langue française. Donc vraiment, merci à tous les trois et à toute l'équipe de la Cité d'avoir accepté notre invitation en cette année bien spéciale pour la langue française et les cultures francophones. Cher Paul, si tu es d'accord, j'aurais 4 questions à te poser. Pendant ce temps, j'invite les participants à réagir et à poser leurs questions sur le chat, donc à droite de votre écran, et nous prendrons quelques minutes pour y répondre. Donc, Paul, je ne te cache pas que nous avons ces derniers mois beaucoup entendu parler de la Cité. Je crois que c'est un succès, plus de 60-70 000 visiteurs en 3 mois, je crois qu'on ne compte plus. Mais est-ce que ce serait possible pour toi de nous présenter la genèse du projet de la Cité entre sauvetage patrimonial et création d'un équipement culturel dédié aux Français et aux cultures francophones? Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation et pour le temps que vous nous donnez de cette présentation. Je termine le tour de table avec, à ma droite, en tout cas à l'écran, Sophie Gillet, qui est la responsable des résidences au sein de la Cité internationale. Et Stéphane, même si nous sommes quelques-uns, nous ne sommes pas toute l'équipe de la Cité, nous sommes bien plus nombreux, je vous rassure. Pour répondre tout de suite et ne pas perdre de temps sur ce projet assez inouï parce que il est unique en son genre. Alors on a bien un grand frère ou une grande sœur ou une cousine ou un cousin, je ne sais pas, qui est le musée de la langue portugaise au Brésil, mais il est vrai qu'une cité dédiée à une langue, ça n'existe pas ailleurs, et à la langue française et aux cultures francophones encore moins évidemment. Donc c'est déjà ça qui est la chose la plus importante. La genèse, très rapidement, il y a ici à Villers-Cotterêts un château de la Renaissance qui se défait, qui s'abîme.
Il se trouve qu'un candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, visite cet endroit et on lui dit il faut sauver un château. Alors sauver un château sur des milliers en France, est-ce que c'est bien raisonnable encore aujourd'hui, même si on sait l'attrait des Français pour la restauration du patrimoine? Et c'est là que quand même s'ajoute à l'attrait du château de la Renaissance de François Ier qu'on pourrait sauver, celui des ordonnances de 1539. Le roi fait de la langue française la langue du royaume, non pas une langue qui voudrait éradiquer les langues régionales ou les patois, mais une langue qui est une langue de justice, une langue d'administration par laquelle tous les habitants du royaume peuvent faire unité, et on voit bien la démarche politique, mais aussi très précurseuse de ce choix de faire d'une langue, à la place d'un latin mal parlé, mal écrit, la langue de toutes et tous pour se retrouver, une fois encore, jugés et administrés de la même manière. Et puis, à partir de cette idée, donc, est tiré le fil du sauvetage de ce château, de la restauration de ce qui pouvait l'être, 3 joyaux, 2 escaliers monumentaux sublimes, une chapelle, mais surtout, au fond, des volumes, parce que tout a été détruit pendant les 200 années que nous venons de passer, où c'était un dépôt de mendicité, une maison de retraite, etc. Donc, une histoire complexe, néanmoins, toujours ce fil tiré de la langue française qui a abouti, dans les volumes dont je parlais à l'instant, à l'invention d'un équipement culturel d'aujourd'hui. Un équipement culturel d'aujourd'hui, ça veut dire des ateliers de résidence de toute taille, de 10 à 100 mètres carrés. Ça veut dire une salle de spectacle modulable. Ça veut dire surtout un parcours permanent de la langue française, dont on vous parlera tout à l'heure, et qui se déploie au moyen de dispositifs numériques pour aller chercher les publics dans le plaisir, dans la curiosité, dans cette envie tout d'un coup, soit de redécouvrir leur langue ou la langue qu'ils ont adoptée ou la langue simplement qu'ils aiment, et puis peut-être de se la réapproprier aussi. Donc c'est tout ça en même temps, en fait, le projet de la Cité internationale. C'est à la fois un sauvetage patrimonial et surtout, j'ai envie de dire, vraiment un projet culturel d'aujourd'hui, de politique publique de la culture, puisque, comme ça a été dit, il est à la fois extrêmement ancré localement, mais il est aussi régional, national et international dans toutes ses dimensions. Donc voilà pourquoi nous sommes à la fois très anciens et très jeunes. Très anciens parce que partant de 1539, et puis très jeune parce que n'ayant ouvert que même pas depuis 4 mois. Et simplement pour vous le dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit l'appétit des gens pour ce sujet-là, contre toute attente, ou en tout cas contre tous les avis qui disaient que peut-être c'était un sujet trop ardu. Parfait, merci pour ces mots. Maintenant, Paul, pourrais-tu nous expliquer en quoi la Cité internationale de la langue française est-elle un modèle à part entière? Et si je comprends bien, un modèle en pleine construction, ou peut-être co-construction? Alors, en pleine construction, oui, et en pleine co-construction, évidemment, mais construction, oui, parce que ça ne s'arrêtera jamais, c'est bien ça l'idée. Le jour où on dit « ça y est, c'est fini, nous sommes arrivés », ça veut dire que nous sommes morts. Donc, on a intérêt à rester en mouvement et à inventer sans arrêt. C'est à l'image de la langue. Une langue, ça n'est pas quelque chose de figé, et cette Cité internationale, ce n'est surtout pas ni un musée, ni un conservatoire. D'autres le font très bien, et bien mieux que nous. Nous sommes là pour faire vivre la langue, pour l'incarner, pour l'animer, pour permettre une fois encore une réappropriation, voire parfois une réconciliation avec la langue française. Je parle même au pluriel en général, les langues françaises et donc les cultures francophones, pour découvrir aussi que c'est une langue qui n'appartient pas aux Français et à la France, mais au monde. Et ça, c'est souvent une découverte extraordinaire pour les gens, de comprendre comment s'est fabriquée une langue. Comment, évidemment, on dit souvent, elle a été déposée partout dans le monde, des mots, des expressions, des phrases entières parfois, mais comment elle s'est, à travers les siècles et les continents, construite elle-même à partir des autres langues. Et c'est fascinant, c'est absolument fascinant, puisque d'une chose qui pourrait être considérée comme strictement
attaché à un pays, attaché à une culture, attaché, voire, dans le pire des cas, à une identité un petit peu figée. Au contraire, la valeur d'une langue, c'est sa valeur monde et ce qui permet de nourrir des esprits, de nourrir une construction intellectuelle à partir avec les autres langues. Donc, en réalité, c'est la Cité internationale de la langue française, des cultures francophones et du multilinguisme. Il faudrait presque aller jusqu'à cette occurrence-là. Alors, pourquoi un modèle à part entière? Ça a été dit déjà, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est un endroit où on visite l'immatériel. Parce que pour celles et ceux qui ont pu venir nous voir déjà, c'est vraiment, on visite l'immatériel, on visite une langue, on se promène, on a une expérience, on interagit, on joue beaucoup avec la langue, mais c'est aussi un endroit où on vient voir la langue incarnée au moyen de spectacles. On fait de tout ici, on fait de l'humour, on fait du rap, on fait de la chanson, on fait du théâtre, on fait de la lecture, on fait de la littérature, des conférences. C'est aussi un endroit où on accueille des associations. On revendique avec force le socio-culturel, cette belle chose qui allie le culturel et le social. Et l'équipe, notamment de Claire-Élise, travaille dans des espaces partagés où les associations locales peuvent venir trouver un service ou trouver de quoi élargir une vision, un périmètre. Et puis, il y a ce dont je parlais, des studios ou des ateliers de résidence, c'est-à-dire c'est aussi un endroit où on travaille, où on construit, on réfléchit, qui sont ouverts, ces ateliers de résidence, aussi bien à des artistes qu'à des chercheurs, voire des entrepreneurs, des formateurs, en tout cas tous ceux qui, à partir de cette matière extraordinaire qu'est la langue, ont envie de fabriquer, d'inventer, de chercher. Et en ça en fait un modèle, enfin un modèle, peut-être que c'est d'ailleurs le terme modèle qui n'est pas le bon encore, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est en train de l'inventer. On l'invente au fur et à mesure. On a bien sûr des missions très claires, très définies, mais au fond, comment le public va s'en emparer, comment le public va jouer avec, va le transformer, comment le public va nous demander des choses auxquelles on n'avait pas pensé, tout cela, on va devoir l'inventer. Et c'est ça qui est passionnant, parce que précisément, nous n'avons pas de modèle. Il n'y a pas d'autre modèle. Très bien, bah merci beaucoup. Effectivement, quand tu parles de résidence, donc vous allez développer un programme de résidence et nous, ce qui nous intéresse aussi pour le réseau, c'est sa dimension internationale. Est-ce que vous avez pensé à cela? Mais on y pense tous les jours, tous les matins et le soir aussi en se couchant. Mais peut-être que je laisse Sophie, qui est à côté de moi, vous en parler. En fait, la dimension internationale du programme de résidence existe déjà, puisqu'on a construit des liens, par exemple, avec le Québec, on a des projets qu'on va accueillir d'Haïti ou du Sénégal. Donc le but, c'est vraiment de s'ouvrir aux cultures francophones au sens large et à tous les domaines. On n'a pas pour l'instant, comme le disait Paul, de modèle fixe. Ce n'est pas non plus une vocation qu'on a au niveau des résidences. Le but, c'est de pouvoir accueillir tous les projets. On a cette chance d'aborder la langue et du coup de pouvoir explorer plein de domaines autant artistiques que scientifiques. Donc on veut vraiment garder cette souplesse-là, autant par le format, la durée. On a cette chance d'avoir les studios. Ici, on a un studio consacré à la danse, un studio d'enregistrement. Donc on a les moyens de pouvoir accueillir le plus de projets possible. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir co-construire avec la dimension la plus internationale possible, de s'adresser vraiment à toutes les cultures francophones et à toutes les disciplines dans notre programme de résidence. Bon, si je comprends, donc j'espère que les collègues se sont embarqués de cette invitation pour leur proposer peut-être, vous proposer leurs pépites et leurs talents internationaux. Donc, pour clôturer ce jeu de questions-réponses, Paul, qu'attend la Cité du réseau culturel français à l'étranger? Tout, absolument tout. Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est un peu vrai quand même. C'est-à-dire qu'on a d'abord besoin de votre conseil. Parce qu'on sait très bien que ce sont les personnes qui sont dans le réseau, qui sont sur les terrains, qui ont une vraie connaissance fine de ce qui s'y passe, des besoins, de ce qui manque aussi. Et donc on a besoin, nous, d'être alertés, qu'on vienne nous chercher sur un certain nombre de sujets, que ce soit du repérage, on a repéré telle équipe, est-ce qu'il pourrait trouver à la Cité une place pour y faire ceci ou cela,
diffuser leur travail ou travailler tout simplement. On voit trouver un refuge. Quand je dis un refuge, c'est de l'espace-temps pour travailler. Hein. C'est donc cette connaissance fine du territoire monde dont on a besoin. Et on sait que dans tout projet culturel, un opérateur a besoin vraiment de la compétence que vous avez et que vous êtes à peu près les seuls à avoir de cette manière exhaustive. Ensuite, la Cité internationale n'a pas vocation à rester dans son château strictement. Nous sommes par exemple en train de préparer une version dématérialisée du parcours permanent qui aura vocation à servir dans les instituts français, enfin chez qui voudra d'ailleurs, pour travailler à partir de la langue. Et une fois encore, quand je dis travailler, le terme est impropre parce que pour ceux qui voudront jouer à partir de la langue française, animer quelque chose à partir de cette langue plurielle. Et donc, on a aussi l'envie, le désir d'apporter des outils, d'apporter des choses que nous aurons fabriquées ici, que ce soit des spectacles, des conférences, peu importe, pour ceux et celles qui voudront, dans le réseau, accueillir aussi un bout de la Cité internationale. On a vraiment une double vocation, à la fois d'accueillir et de diffuser comme tout opérateur international. Mais c'est vrai que, en premier lieu et aujourd'hui, puisque tout le monde l'aura compris, nous évoluons, nous avançons, nous inventons au fur et à mesure, on a vraiment besoin d'expertise, de compétences et de remontée de terrain pour attirer notre attention sur tel ou tel, une fois encore, sujet ou équipe ou artiste ou chercheur qui pourrait avoir besoin de cette cité. Bah, parfait, merci beaucoup Paul et merci pour ces explications bien claires. J'espère que le réseau a compris que voilà, on les attendait. Maintenant, j'invite la responsable des publics et de la formation à la Cité à présenter le parcours de visite L'aventure du français. Un parcours que je dois dire est très réussi, ludique, instructif, inspirant. Paul disait tout à l'heure drôle. Effectivement, bon, bref. Claire-Élie, je te laisse ouvrir ton micro et nous parler un petit peu plus de ce parcours. Oui, merci beaucoup Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire rapide. On n'a pas l'habitude de faire rapide, mais voilà. Donc, je vais commencer par le début, c'est-à-dire un scandale patrimonial, hein. Tout à l'heure, Paul Rondin en a parlé. Donc c'est aussi pour que vous preniez la mesure en fait de ce qui s'est passé entre le moment où, le candidat Macron a décrété que moi, président, eh bien, je ferai de ce château, qui était en ruine, hein, vous le voyez bien, un lieu entièrement dédié à la langue française. Donc, ici vous avez, l'explication en images. Heu, il faut dire quand même un petit mot sur ce chantier, totalement hors norme pardon, qui est le deuxième chantier patrimonial sur un monument historique, qui était le deuxième après celui de Notre-Dame de Paris, donc Notre-Dame qui n'est toujours pas terminée. Donc voilà, en termes d'effectifs, en termes de compagnons sur le chantier, de mètres carrés, d'échafaudage, voilà et voilà, en termes de superficie. Ce château, c'est 23 000 m² en tout, et juste, attendez, pardon, et la Cité internationale de la langue française, son équipement culturel, en fait, est situé dans ce qu'on appelle le logis royal. C'est à peu près la moitié de ces 23 000 m², donc et est composé donc de ce parcours permanent sur la langue française, dont vous voyez, un visuel, une photo de la première salle qui est dédiée justement au château, à son histoire, dans son environnement. Ça nous semblait important de commencer, le parcours permanent là-dessus. Voilà, donc on a une frise chronologique, et puis des dispositifs qui permettent de comprendre en fait, ce château dans son environnement, l'importance qu'il a, dans l'histoire. Et puis aussi, une terre d'écrivains. On a un petit dispositif sur, parce que le sud de l'Aisne est très, très riche en écrivains. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, Alexandre Dumas est natif de Villers-Cotterêts. Alexandre Dumas qui est mondialement connu. On a Racine aussi à proximité, Jean de La Fontaine. Voilà, donc ça, c'était important de le noter.
Et puis ensuite, quand vous quittez cette première salle, eh bien, vous tombez nez à nez devant ce tableau des départs, qui vous rappelle évidemment à vous le tableau des départs, des aéroports, et qui est en fait une façon de donner le «là» en fait de ce parcours permanent puisque, c'est un voyage, que l'on vous propose à travers la langue française et des thématiques. C'est pas du tout un parti pris historique, mais bien thématique, ce parcours permanent. Et donc là, ce tableau des départs, eh bien, vous montre des destinations francophones, que ce soit des villes, des régions, des îles, des pays. Voilà. C'est une façon aussi de plonger le visiteur dans ce voyage. Vous passez le portique et vous entrez dans ce parcours permanent, alors qui est un voyage, interactif, vraiment qui est composé de 60 dispositifs, totalement innovants, que ce soit des dispositifs numériques, interactifs, audiovisuels, ou bien tout simplement tout simplement non, ou des œuvres en fait, des objets, des toiles, on en a une centaine d'œuvres dans le parcours permanent, donc c'est un mélange vraiment, intéressant entre œuvres patrimoniales et puis, dispositifs numériques, interactifs. On a eu un commissariat scientifique bien sûr, pour créer ce projet scientifique. Donc il est composé de Xavier North, l'ancien délégué, général de la langue française et des langues de France, Barbara Cassin de l'Académie française, Hassan Kassi Kouyaté, du Festival des Francophonies en Limousin et Zef Gourarier du MUSEM. Donc ça, c'est important et ce qu'ils ont vraiment voulu, c'est, créer une expérience, sensible et émouvante, voilà, ludique vraiment pour faire prendre conscience de la beauté, de la langue et puis de son interconnexion avec les autres langues aussi. Puisque la langue, se métamorphose en permanence au contact des autres langues et c'est ça qu'ils ont voulu, montrer. Donc si on décompose un petit peu le parcours permanent, on voit 3 parties distinctes. Une partie donc, qui est dédiée justement à la capacité, de la langue à créer, à exprimer des émotions, donc créer à travers la littérature, à travers la musique, et puis, aussi d'exprimer des émotions de manière tout à fait différente, selon, là où on se trouve dans l'espace francophone. On a choisi comme émotion l'amour, bien sûr, la colère et la révolte. Non, pardon, la révolte, l'amour et l'humour, parce que l'humour, voilà, c'est aussi quelque chose que l'on ne partage pas, forcément, on n'a pas la même façon de rire et pas des mêmes choses, et pas forcément avec les mêmes mots. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Cette partie-là aussi, elle raconte, la, le comment dire? La diffusion en fait de la langue française à travers le monde. Voilà, comment est-ce que, cette langue s'est diffusée? Par quels canaux? Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, elle est vraiment consacrée, à l'origine des mots. Voilà, d'où vient le la langue française, parce que voilà, on peut voir qu'elle vient de partout évidemment. Et puis, on parle aussi de l'avènement du dictionnaire, voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment on a voulu, normer la langue? Voilà. On parle aussi des anglicismes et la façon enfin, comment est-ce qu'on peut les remplacer dans notre vie de tous les jours? On fait un petit clin d'œil aussi à Molière, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la langue française, souvent on dit que c'est la langue de Molière, donc il fallait bien lui faire un petit clin d'œil. Et puis voir aussi enfin la spécificité de Molière, c'est que vraiment, il est très contemporain. Il est resté très contemporain dans ses thématiques, dans ses dans les voilà, par exemple, la place de la femme dans la société, la place de l'accent aussi lorsqu'on est allophone, mais aussi, qu'on habite dans le nord de la France ou dans le sud. Voilà, donc on s'interroge là-dessus et puis toute la dernière partie là que vous voyez en vert et bien c'est, toute la partie consacrée aux politiques linguistiques de la langue française. Alors on parle bien évidemment de l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui est un petit peu le 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 point d'orgue en fait, du parcours permanent, mais aussi la place des langues régionales dans ces politiques linguistiques, la place de l'imprimerie aussi, l'Académie française, voilà et puis toujours de la traduction aussi, la traduction et puis les anglicismes toujours, aussi, voilà. Donc là, on a quelques chiffres. Alors voilà, c'est important quand même de dire qu'il y a 100 œuvres, on l'a dit tout à l'heure, dans le parcours permanent, 60 dispositifs numériques.
ce parcours, il se déroule sur 1200 m². Voilà, ça, c'est les chiffres vraiment importants et puis, en plus du commissariat scientifique, évidemment, on a eu, des contributeurs, qui sont venus de tous horizons, des écrivains, des linguistes, des chercheurs, et cetera. Donc là, si on retourne un petit peu, en arrière, pour développer un petit peu, donc le français, cette première partie du parcours permanent, qui est consacrée à une langue monde, une plongée dans la francophonie. Donc là, vous êtes dans la première salle où vous apercevez un dispositif qu'on aime particulièrement, enfin on les aime tous en fait, mais qui est la bibliothèque, 5.0, qu'on appelle souvent la bibliothèque magique, mais parce que vraiment elle est assez magique. Elle vous propulse dans un monde, littéraire, assez poétique d'ailleurs. C'est une bibliothèque donc qui référence à peu près 10 000, œuvres, enfin 10 000 livres, issus de toute la francophonie et l'objectif évidemment, c'est d'aller découvrir, des œuvres, des livres que vous n'auriez pas, trouvés spontanément comme ça, voilà. Et cette bibliothèque, 5.0, la bibliothèque magique, elle est composée aussi de beaucoup d'autres dispositifs sur les figures de style, sur les, grands symboles, littéraires, et cetera, et cetera. Les contes, les fables, la BD, La Fontaine, des petits clins d'œil comme ça sur La Fontaine, Dumas, voilà. C'est aussi dans cette salle qu'on a les fameux dispositifs sur, les émotions, que ce soit l'amour, l'humour ou, la colère. Et on peut aussi entendre des chansons en français. Dans cette partie du parcours permanent, ici vous voyez, ce dispositif, la galerie des francophones où on peut entendre des francophones du monde entier s'exprimer, avec leur musicalité, leur régionalisme aussi, et puis, on en apprend un peu plus sur les expressions, francophones et on voit qu'elles sont très imagées et on les comprend pas toujours, et c'est ça qui est assez, amusant. Et puis là, cette claustra, voilà, on peut voir, différents objets qui représentent donc des mots, qui sont utilisés dans plein de langues, du monde. Là, on entre dans la deuxième, dans la deuxième partie du parcours, une invention continue. Donc on voit à quel point la langue se métamorphose, qu'elle évolue très, très vite. Donc on peut, en apprendre plus sur les registres de langue, sur les accents justement et puis, sur les régionalismes, les mots voilà, qui se déclinent dans plein de mots différents, selon qu'on se trouve dans un espace enfin, selon là où on est dans l'espace, francophone. Donc c'est le fameux dictionnaire des francophones, que vous connaissez tous, déjà. On a aussi une salle de jeu, dans cette partie, qui nous permet vraiment aussi de dédramatiser la langue parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que tout ce parcours permanent permet de dédramatiser la langue. C'est-à-dire, voilà, c'est pas, il faut s'amuser avec la langue, il faut, voilà, se détendre un petit peu et puis simplement, prendre du plaisir à jouer avec cette langue. Voilà, hop, on change justement de partie du parcours, pour se retrouver dans la dernière ligne droite, hein, parce que c'est la dernière ligne droite sur les politiques linguistiques, de la langue française à travers le monde. Donc évidemment, on parle de la politique linguistique, française, mais aussi québécoise et puis, on a une réflexion vraiment sur, le français comme langue officielle de France, hein, puisqu'elle a été inscrite à la constitution, seulement en 92. Donc ça aussi, c'est intéressant de s'interroger, pourquoi? Et puis dans cette partie aussi, on peut aller écouter les 72 langues de France, donc dans cette salle avec les douches, sonores là très colorées. Cette salle-là, on l'aime bien aussi. Voilà, donc la place des langues régionales dans l'histoire, notamment à la Révolution française, où on a voulu vraiment les gommer, pour imposer la langue française. Mais voilà, aujourd'hui, on peut les entendre à, la Cité internationale de la langue française. Et puis, on a un petit focus aussi sur, l'avènement, de l'imprimerie, la création de l'Académie française, parce que ça aussi, ça fait partie évidemment des politiques linguistiques. On termine le parcours permanent, sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts, donc on va vraiment, à rebours pour terminer vraiment sur le plus important, c'est-à-dire, ce document qui a fait que cette cité existe aujourd'hui
Et puis aussi, c'est son héritage, aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on a parlé, justement de l'ordonnance de Villers-Cotterêts comme étant, bah, voilà, un document juridique qui impose le français dans les actes administratifs, et juridiques. Donc c'est la naissance aussi de l'état civil, en français. Donc rien que ça, c'est un héritage. Et puis le fait de vouloir traduire, comme par exemple, à la Cour européenne de justice, tous les actes rendus dans la langue des personnes, jugées, eh bien c'est aussi un des héritages de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Voilà, donc on fait un petit clin d'œil, sur cet héritage, et on termine le parcours permanent, dans la chapelle que vous découvrirez lorsque, vous viendrez. Mais là, je ne divulgâche rien, donc j'ai pas de photos. Mais voilà, donc aussi juste pour dire que, nous avons, dans ce parcours permanent ces œuvres, donc ce sont des prêts, des œuvres originales, des commandes artistiques aussi, et là vous avez tous les partenaires, voilà, liés avec ces prêts. Tout à l'heure, Paul a parlé de l'itinérance du parcours permanent, donc cette volonté que nous avons, de rendre ce parcours permanent accessible de manière dématérialisée à un maximum de monde, justement pour créer une communauté, fédérer une communauté, autour de cette cité, et puis pouvoir en faire profiter au maximum, de monde. Donc ça, voilà, on pourra développer à un autre, moment, et puis Paul en a déjà un petit peu parlé. Je voulais vous montrer quelques visuels aussi, concernant, l'auditorium. On en a parlé, qui permet à la fois d'avoir une programmation artistique riche, mais aussi de créer d'organiser des rencontres, parce qu'on a plusieurs configurations possibles, et donc cet auditorium, c'est vraiment, un lieu très, bah, très utilisé, déjà, et très plébiscité. Voilà, donc là, quelques exemples de la programmation artistique. Le week-end dernier, on a eu, Daniel Auteuil, en concert, Kidjo et Taro aussi. Le week-end prochain, pardon, c'est, un week-end consacré à la littérature jeunesse. Hem, voilà, et puis, voilà, ça c'est juste des exemples. Là aussi, quelques partenaires, liés à la programmation, et ce sont que quelques partenaires. Voilà, donc je vous laisse, on a parlé des espaces partagés aussi, enfin Paul en a parlé tout à l'heure, ces espaces nous permettent à la fois d'organiser des ateliers pédagogiques pour des scolaires, mais aussi pour des universitaires, des rencontres, des conférences. On a aussi dans ces espaces partagés des services de proximité, hein, puisque on l'a dit tout à l'heure, que, le fait de pouvoir s'adresser à un public local, pour nous, est très important aussi, donc répondre à des besoins et faire venir des gens qui spontanément ne viendraient pas. Donc on propose des services, pour faire venir ces publics-là, voilà, et on crée des liens avec de nombreuses associations, et c'est dans ces espaces d'ailleurs que vous viendrez, le 28 mars prochain, pour ceux qui ont la chance de venir à Villers-Cotterêts. Donc là, voilà, c'est juste pour vous donner un petit avant-goût, de ces espaces, et puis enfin, on a parlé, des résidences tout à l'heure, Sophie en a parlé. Donc là, c'est un exemple, en photo, d'ateliers, qui peuvent être utilisés pour, des résidences à la fois artistiques, mais aussi pédagogiques, voilà, ou recherche, dans plein de domaines différents. Juste un exemple parce que c'est assez, intéressant. On a eu, en novembre-décembre, une résidence d'une québécoise, dont la spécialité, c'est le tissage, et elle a tissé des chansons françaises, enfin en français. Donc c'est assez original comme démarche, mais voilà, c'est aussi ça la cité. On pourra vous en parler, si vous le souhaitez, ultérieurement. On a aussi donc, des espaces, bah, ça c'est toujours les mêmes espaces de résidence, mais là c'est plutôt l'aspect pédagogique. Voilà, c'était juste pour vous montrer aussi, ce cet espace-là, et puis on on m'a demandé de rajouter une petite, slide, enfin une petite, diapo, sur la maison des résidents ou maison des artistes, parce que ça, c'est aussi un atout, d'avoir, une maison qui peut accueillir des artistes en résidence ou des pédagogues, ou voilà, elle est vraiment à proximité, du château, et c'est plutôt, pas mal du tout. Voilà. Je crois que j'ai fini et que je n'ai pas dépassé mon temps. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Merci Claire-Élie, Stéphane qu'il postulait pour une résidence dans cette magnifique maison. Mais en tout cas, voilà, merci
merci pour cette visite, cette invitation, comme tu disais, à se détendre, à prendre du plaisir, à s'instruire, à passer du bon temps. Et tout cela, ça se passe à Villers-Cotterêts. Et comme on est un public aujourd'hui très international, je voulais quand même stipuler que c'était quand même très bien connecté, Villers-Cotterêts. On est à 50 minutes, je crois, de Paris, si je ne me trompe pas, de la gare du Nord, donc vraiment très accessible. Et une petite virée sur l'après-midi, sur la journée, est très agréable. Donc voilà, donc encore à Claire-Élise pour cette présentation de ce parcours. Maintenant, je souhaite donner la parole à Jean, qui est donc responsable, chargé de projet de la formation à la Cité. Et donc, Jean, si je ne me trompe pas, tu vas nous présenter les dispositifs et les outils de formation qui sont bien sûr mutualisables. Exactement, quelques minutes parce que je vais répondre à quelques questions déjà que j'ai vu passer sur le chat sur les ressources que nous avons à notre disposition et qui sont évidemment utilisables par le réseau. Donc, je vais vous présenter très rapidement quatre outils que vous pouvez utiliser pour s'amuser avec la langue française, jouer avec la langue française ou faire connaître ou présenter ou travailler autour de la cité et de la langue française par la cité. Donc le premier, je vais partager mon écran. Le premier s'appelle... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, parfait, très très bien. Le premier dispositif s'appelle Voyage en langue française. Donc c'est une plateforme, c'est un dispositif numérique innovant de médiation qui a été créé pour les personnes en situation de difficulté avec la langue française. Donc, il y a eu 2 publics cibles. Donc, ça, c'était un outil qui a été créé à l'occasion de l'ouverture de la cité. Et donc, on avait 2 publics cibles. C'était des personnes francophones en situation d'illettrisme et d'électronisme et un public allophone qui a un niveau de langue niveau B1. Donc, évidemment, pour le réseau, évidemment, pour le public, voilà un outil pour des personnes, des apprenants en français langue étrangère de niveau B1, un outil que vous pouvez évidemment utiliser. Donc, il y a une association de plusieurs partenaires. Le premier, donc le Centre des Monuments Nationaux, la Cité internationale de la langue française. Nous avons fait appel à un média digital spécialisé dans le secteur de la culture qui s'appelle Artips, qui nous a aidé à créer cette plateforme. Mais on a également voulu associer des acteurs locaux, les acteurs associatifs, sociaux, les professionnels de l'emploi et de la formation pour vraiment avoir le point de vue et avoir l'avis et avoir l'aide de relais impliqués dans l'enseignement, dans l'intervention des acteurs qui interviennent au niveau, encore une fois, auprès de publics allophones ou auprès de personnes en situation d'illettrisme. Donc, il y a vraiment eu grâce à des ateliers de co-construction, il y a vraiment eu un partenariat entre ces 3 entités. Et donc, la conséquence, c'est la création d'une plateforme de micro-apprentissage. Le micro-apprentissage, c'est acquérir des connaissances grâce à des contenus multimédia. Donc, c'est une plateforme qui se veut très, très, très ludique, avec énormément de vidéos, de galeries photos, de dessins, de musique, d'audio. Et donc, c'est grâce à des petites étapes très, très courtes, des petits chapitres très, très courts, dans un français encore une fois, adapté à un niveau de langue, adapté à des personnes de niveau B1 qui vont avoir des petites étapes, des petits textes à lire avec, comme vous le remarquez, des mots en gras, des mots qui sont considérés comme clés pour ce niveau de langue. Donc, c'est une plateforme qui se veut également très simple d'utilisation, puisque une nouvelle fois, un des publics, c'était des personnes en situation d'électronisme qui ont des difficultés à utiliser l'outil informatique. Donc, cette plateforme est utilisable sur smartphone, sur ordinateur, et la connexion ne peut être que plus simple. Il vous suffit d'une adresse email et d'un mot de passe, et vous êtes connecté. Elle est évidemment gratuite, et il n'y a pas de limite dans le nombre de connexions. Et donc, le but, c'est, une nouvelle fois, de s'amuser autour de la langue française. Donc, vous voyez les thèmes qui sont abordés. Donc, c'est proposer des contenus de médiation pour
illustrer le parcours de visite, pour faciliter l'accès au contenu qu'il y a dans le parcours de visite que Claire-Élise vient d'expliquer. Donc, vous voyez, il y a le français dans le monde, il y a jouer avec la langue, il y a le français dans les chansons, donc il y a la diffusion de la langue. Dans la deuxième partie, on parle de l'histoire du français, de la diversité linguistique. Donc, on va parler de la traduction, on va parler du voyage des mots, on va parler de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. On va découvrir les accents régionaux grâce à la chanson, on va découvrir les accents francophones grâce à la chanson, on va parler du rap francophone, on va on va travailler, on va s'amuser autour du genre, autour des niveaux de langue grâce, comme j'ai dit, à des petites étapes courtes, à des petites activités, à des petites vidéos, des petits audios pour s'amuser avec la langue. Ça va également être un très bon outil pour former les utilisateurs à des notions culturelles, des notions linguistiques, des notions historiques liées à la langue française. Et donc, tous ces contenus se basent sur les principaux dispositifs du parcours de visite. Donc, ce n'est pas une dématérialisation, on en a déjà parlé, ce n'est pas une dématérialisation du parcours de visite, c'est un pas de côté, c'est un petit apéritif, c'est un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur du parcours de visite. C'est une plateforme de micro-apprentissage, ce n'est pas une plateforme de formation, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas nécessairement d'acquérir de nouvelles compétences, où il n'y a pas un but ultime d'améliorer le niveau de langue pour les utilisateurs, parce qu'il n'y a pas tout simplement de progression dans la difficulté linguistique. Donc c'est un outil très malléable que vous pouvez utiliser à votre guise. Donc, si vous avez, vos équipes ou vos professeurs, si vous avez envie de commencer par le chapitre 3, puis passer au chapitre 2, puis terminer par le chapitre 6, c'est complètement possible et il n'y a pas de progression linguistique. Donc, il y a il y a deux parties, excusez-moi, quatre chapitres. Donc, le français dans le monde, jouer avec la langue et autres. Et à l'intérieur, nous allons jouer avec la langue. Donc à l'intérieur, vous avez toujours une petite anecdote, une petite envie, une petite astuce, une petite histoire pour attirer l'attention. Donc là, nous jouons avec la langue française. Donc nous allons parler du livre La disparition, où la lettre E a disparu. Et puis vous avez des étapes. Vous avez dans chaque chapitre entre 4 à 6 étapes. Un travail globalement vraiment de manière très large, c'est à peu près 10 minutes de travail par chapitre, c'est à peu près 10 minutes d'activité par chapitre. Et donc, quand vous jouez avec la langue, vous avez le jeu avec les mots, vous avez les virelangues, évidemment, et autre chose, et les rimes avec la cigale et la fourmi. Et on voyait des choses très ludiques, très faciles, très interactives. Vous voyez, cliquez pour montrer les rimes. Donc, c'est une nouvelle fois, des petites touches pour un petit aperçu, un petit pas de côté, une petite différence pour travailler le français et découvrir le contenu de la cité en même temps. Un des points très forts de cette plateforme, et toujours en lien avec les publics cibles, c'est que cette plateforme est entièrement oralisée. Donc, comme vous le voyez ici, vous pouvez cliquer sur « Écouter l'étape » et donc vous allez entendre, il va y avoir une transcription orale, vous allez entendre une personne parler, prononcer, dire les mots qui apparaissent sur l'étape. Donc, c'est très intéressant pédagogiquement. Vous avez pour vos équipes pédagogiques, une nouvelle fois, plein d'astuces à partir de ça. Est-ce que vous demandez d'abord aux personnes d'écouter, après de lire et d'écouter en même temps, de lire d'abord et d'écouter après. Donc ça permet, encore une fois, c'est une plateforme très malléable et qui va s'adapter aux vos besoins ou à vos désirs ou à vos souhaits. Et donc, vous pouvez travailler évidemment la compréhension écrite, évidemment ça c'est clair, la compréhension orale, comme je vous ai dit, énormément de vidéos, énormément d'audio, tout le contenu est transcrit ou tout le contenu peut être écouté et tout le contenu est oralisé, donc on peut évidemment travailler la compréhension orale, mais vous pouvez également travailler la production orale, où vous avez des petites questions, des petites consignes qui vont créer, on espère, qui vont créer la discussion, qui vont créer le débat à l'intérieur de la classe. Donc, une nouvelle fois, dans la question de la modularité, de la malléabilité des contenus, vous avez soit cette plateforme peut être utilisée seule sur Internet, soit elle peut être utilisée avec le groupe classe et un vidéoprojecteur. Elle peut être utilisée vraiment de différentes manières. Toujours pour
continuer sur l'aspect ludique, l'aspect jeu, vous avez également des petits quiz à la fin, des petits quiz à la fin de chaque partie et du parcours, et vous avez un certificat. L'utilisateur a un certificat à la fin pour montrer son utilisation de la plateforme. Pour les professionnels, vous avez des sources. Si vous voulez aller plus loin, une nouvelle fois, c'est une plateforme de micro-apprentissage. Donc, nous survolons de nombreux thèmes du parcours de visite, mais si vous voulez approfondir un thème, il vous suffit de cliquer pour aller plus loin, et vous avez des sources pour aller plus loin dans la discussion, pour aller plus loin dans la découverte de la cité. Donc voilà le premier outil, donc voyage en langue française. Comme je l'ai déjà dit, il est évidemment disponible immédiatement et gratuit. Il faut simplement un email et un mot de passe. Donc voilà le premier outil à votre disposition. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à le développer. Le deuxième outil que je voudrais parler rapidement, ce sont des vidéos que nous avons créées avec, en coproduction avec TV5 Monde. Ce sont des vidéos qui vont faire un focus sur les métiers de la restauration, c'est-à-dire qui s'appelle « À chacun son métier ». Peut-être que vous les connaissez déjà. Donc, l'objectif de ces 10 vidéos, c'était de documenter la restauration d'un monument du patrimoine français et de mettre en avant les métiers du bâtiment. Et donc, vous avez 10 vidéos sur 10 métiers en lien avec le bâtiment. Ces vidéos, comme vous le remarquez, avec d'autres sources, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous invite évidemment à y aller. C'est une source très, très, très importante de contenu. Et donc, vous avez des vidéos, 10 vidéos, à peu près 5-6 minutes pour chaque métier, de maître chien à archéologue, par exemple. Mais ces vidéos ont également été didactisées, et donc elles sont disponibles en version plus courte pour un public, comme vous le remarquez, de niveau oral A2, et des personnes plutôt éloignées de l'écrit. Donc au niveau de l'écrit, ça serait plutôt A1.1. Elles ont été faites, ces fiches pédagogiques, par l'organisme Langue Plurielle, qui est spécialisé dans l'enseignement du français à visée professionnelle. Et donc vous avez, même chose, vous avez une dizaine de vidéos déjà disponibles. Les ressources sont prêtes pour un niveau, comme j'ai dit, A2 à l'oral, A1.1 à l'écrit, pour faire un petit focus sur les métiers de la restauration. Je vais terminer très rapidement par une boîte à outils qui est également à votre disposition pour un public un tout petit peu différent, mais qui je pense, peut vous intéresser. Nous avons accueilli en novembre dernier une formation BELC, la formation BELC, site international de la langue française, et le titre était « Vers l'autonomie linguistique et numérique ». Et donc, nous avons formé une 50aine d'acteurs qui interviennent, acteurs bénévoles et professionnels, qui interviennent dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. À cette occasion, il a été créé une boîte à outils contre l'insécurité linguistique et numérique. Cette boîte à outils est disponible, est utilisable. Elle est évidemment gratuite et à disposition de tout le monde. Je vous la montre. Et donc, le but de cette boîte à outils, ou le but des professionnels qui sont venus à Villers-Cotterêts pendant une semaine pour la créer, c'était sélectionner, répertorier, classer, compléter les ressources déjà disponibles sur les thèmes, encore une fois, de l'insécurité linguistique et numérique. Et donc, vous avez des cadres des références et vous avez des outils gratuits. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de cet outil, puisque nous avons déjà fait un webinaire. C'était le webinaire de IF-Prof du mois dernier, où les participants, les professionnels qui ont créé cet outil en ont parlé bien mieux que moi. Mais voilà, sachez que cette boîte à outils existe et qu'elle a vocation à se développer, elle a vocation à s'améliorer, mais surtout, diffusez-la, n'hésitez pas à en faire la promotion. Pour finir, deux outils très intéressants. L'outil numéro 1, c'est notre site internet, tout simplement. Si vous cliquez sur notre site internet et que vous allez sur Découvrir, vous avez énormément de ressources à votre disposition pour mieux comprendre, pour présenter, pour avoir un meilleur aperçu de ce qu'est la cité. Notamment, c'est la cité en BD qui sont de très très bonne qualité. Et je vais finir par une autre chose. La Cité internationale de la langue française fait partie du Centre des monuments nationaux, et nous avons une base d'images qui s'appelle Regard, et vous avez à votre disposition des milliers de photos sur la cité,
avant, après, et tout ça est à votre disposition. Merci. Ben, merci beaucoup, Jean, pour ce partage d'outils qui valorise effectivement notre langue et qui la rend attractive à notre jeunesse. Des outils utiles à la fois aussi pour nos professeurs de et en français et qui, j'ai bien compris, qui sont à développer avec vous et la Cité. Donc, voyons comment nous pouvons travailler ensemble, parce que nous, en 2024, nous relançons IF Prof. Donc, on a pas mal de petites choses à voir ensemble. C'est le moment des questions-réponses. Nous avons, grâce à Audrey, qui est cachée derrière ce webinaire, nous a fait remonter quelques questions, notamment de nous donner des contacts des personnes en charge de la programmation. Donc, est-ce que nos collègues de la Cité pourraient répondre à Laetitia Masson qui demande peut-être un mail de référence pour peut-être proposer et vous aider à programmer de futurs spectacles à la Cité. Donc, je vous laisse répondre si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas, peut-être Claire Lélise ou Jean, si vous pouvez peut-être… On va vous envoyer l'adresse d'Agathe Robert, qui est la responsable de la production et de la programmation, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est en charge de la récolte de tout ce que nous pourrions accueillir dans cette belle maison. Parfait, merci. On nous demandait également des explications sur la bibliothèque 5.0. Est-ce qu'on peut avoir des petites explications sur cette bibliothèque 5.0? Peut-être Claire-Élise? Oui, pardon. En fait, il y a quelqu'un dans le chat qui a déjà tout dit, qui a tout Ah, bon, bah, divulgaché. super, bon, bah, Il parfait. n'y a plus qu'à lire, mais en gros, cette bibliothèque magique, c'est un espèce de gros cube, mais c'est assez réducteur de dire que c'est un gros cube, mais dans lequel on peut rentrer et qui permet de vivre une expérience à 360 degrés. C'était tellement bien dit dans le chat. Et donc, en fait, c'est une espèce de voie de GPS qui vous fait rentrer dans un monde complètement onirique, qui vous pose 4 questions, avec la lueur de quelle… Enfin non, je vais pas tout vous divulgacher, mais bon, en tout cas, voilà, 4 questions. Vous répondez à ces questions d'un mouvement de la main, voilà, comme ça. Et puis, au bout de ces 4 questions, eh bien, on vous propose d'aller lire tel ou tel ouvrage. Et puis, on vous fait un petit topo sur son auteur. Et comme ça, vous filez à la librairie et puis vous repartez avec sous le bras. Et en plus, tout autour de cette bibliothèque magique, eh bien, vous avez des dispositifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors numériques, interactifs, sur les contes, les fables, sur la BD. Il y a même un petit clin d'œil à la chandelle, voilà. Chandelle et littérature, donc vous pouvez lire des extraits de textes où il est question d'une chandelle, donc c'est aussi diversifié que ça. On a aussi un petit clin d'œil à l'œuvre de Dumas, avec les 3 mousquetaires, avec des marionnettes fabriquées exprès pour nous à la Cité, avec les 3 mousquetaires, Milady et puis D'Artagnan. Donc ils ont fière allure dans cette vitrine de la bibliothèque magique. Un petit focus sur Dumas aussi. Il y a aussi plein d'objets en fait. Ah non, faut pas trop en dire, Claire-Élise, il faut garder la surprise. Non, mais voilà, non, mais si, je termine juste ma phrase pour dire qu'il y a des objets aussi qui sont autant de raisons d'imaginer des choses, voilà, donc qui font référence évidemment à des œuvres littéraires, mais aussi où on peut y voir ce qu'on veut. Et c'est ça qui est bien, c'est que on est toujours libre dans ce parcours permanent en général, d'avoir sa propre lecture, et ça c'est important, et c'est pour ça que tout le monde y trouve son compte. Et ça, je l'ai pas dit, alors j'en profite, voilà. Merci Claire-Élise. Il y a pas mal de nos collègues qui demandent effectivement si les supports que vous avez utilisés seront mis à disposition. Oui, ils seront mis à disposition au niveau du site internet des webinaires, où il y aura le replay. Donc, vous avez et le replay et les documents annexes. On nous demande également, Andrea Camargo, qui nous demande si vous avez une programmation spéciale pour le 20 mars, Journée internationale de la francophonie. Alors en fait, on a une programmation spéciale toute l'année sur la francophonie. Non, mais je le dis parce que il y a le 20 mars particulier en rapport avec le sommet. Mais globalement, nous, dès le mois de mars, effectivement, on commence une programmation vraiment très intense, avec beaucoup de rendez-vous qui ont à voir avec la francophonie.
été dit rapidement au travers des résidences, mais c'est aussi des équipes qui viennent montrer des spectacles, que ce soit Haïti, le Sénégal, un festival sur la cuisine francophone et la littérature francophone. Enfin, on pourrait vous faire comme ça une liste très longue, olympisme et langue française, vous voyez, qui vont se déployer dans cette année particulière quand même, qui pour nous, je le rappelle, nous permettra d'accueillir le sommet de la francophonie le 4 octobre, puisqu'il sera ouvert ici à Villers-Cotterêts pour se poursuivre ensuite à Paris. Donc on a, oui, un programme, mais qui n'est pas que le 20 mars. Voilà, donc le 20 mars à la Cité, c'est tous les jours. Une autre question plutôt au niveau logistique et organisation, que fait-on si nous souhaitons venir avec un groupe de jeunes, enfin un groupe qui on contacte? Si je peux me permettre, donc vous contactez le service réservation, de la Cité. Donc il y a une adresse email qu'on peut trouver très facilement sur le site internet et puis, vous faites votre demande, en nous mettant en copie aussi parce que c'est toujours très bien. En plus, si on est partenaire de l'IF, donc c'est bien aussi qu'on soit dans la boucle et qu'on sache que, un groupe d'apprenants vient, soit passer la journée, soit, participer à une visite, thématique. On a une offre, hein, dédiée à tous les publics, donc que vous pouvez retrouver sur le site internet. Mais surtout, si vous avez des questions, ou si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à nous contacter, nous, enfin Jean et moi particulièrement, voilà, parce qu'on a l'habitude, de ce genre de questions et on se fera une joie vraiment d'accueillir, vos jeunes et puis vos moins jeunes aussi, hein, parce que voilà. Merci. Parfait, merci. On avait une question assez spécifique concernant les Belques cet été. Je ne sais pas si nous avons la réponse, mais est-ce qu'il y a une journée prévue à la Cité internationale de la langue française dans le cadre des Belques de cet été? Si tu veux répondre, Jean, enfin je alors, s'ils sont à Nantes, je sais pas s'ils sont toujours à Nantes, les Belges, mais enfin, il y a une petite distance entre Nantes et Villers-Cotterêts, mais pourquoi pas? Sinon, il y a un Belgue de prévu en 2024, si on peut le divulgacher, dès maintenant. Mais sinon, oui, enfin, c'est toujours possible d'organiser des journées à Villers-Cotterêts, simplement, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que je vous avoue, enfin, on pourrait tous vous avouer qu'on est pas mal sollicités et qu'il y a du monde à la Cité et on est très contents, de ça. Donc il faut simplement toujours anticiper un minimum. Voilà. Parfait. Merci, merci Claire-Élise. Je vois il est 15h32. Si je ne me trompe pas, on n'a pas d'autres questions. Donc vraiment un grand merci à tous pour votre participation. Et comme le stipulait Paul en début de ce webinaire, c'est un modèle qui est à créer, qui est en construction ou qui est en co-construction. Donc voilà, à vous, soyez créatifs, soyez innovants et osez proposer des projets utiles afin de valoriser et développer la langue française. Donc un grand merci et puis on attend vos propositions. Merci à tous à la Cité d'avoir accepté notre invitation. Merci Et à vous. bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.